Bien, nous allons donc reprendre nos travaux. Mes chers collègues, pour les premières réunions de notre commission dans le cadre de ces travaux d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, nous avons décidé de nous intéresser aux victimes des violences dans les établissements scolaires. Après avoir recueilli ce matin le témoignage des victimes, nous accueillons à présent Monsieur Franck Burbage, inspecteur général de l'Éducation nationale, membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, Civise, et Madame Alice Casagrande, secrétaire générale, qui participera à cette audition à distance. Je vous remercie de vous être rendu disponible dans des délais très contraints et Madame Casagrande, je vous remercie puisque vous interrompez même vos congés pour vous exprimer devant nous. Je n'ai pas besoin de présenter la Civise, dont le rapport publié en 2023 sous le titre « Violences sexuelles faites aux enfants, on vous croit » a fait date. Vous aurez certainement à cœur de nous rappeler les propositions que vous aviez alors formulées pour prévenir les violences sexuelles faites aux élèves dans les établissements scolaires et de nous indiquer quelles mesures ont, le cas échéant, été prises dans ce domaine depuis 2023. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera l'objet également d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Notre échange prendra la forme de questions et de réponses. D'abord la mienne, puis les premières questions posées par nos rapporteurs Violette Spilbou et Paul Vannier. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées, dans le cadre de travaux d'enquête, de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc je vous invite, chacun d'entre vous deux, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Mes premières questions seront les suivantes. Avez-vous des données consolidées sur le total de témoignages dont vous disposez et la proportion d'entre eux qui concernent des violences sexuelles commises en milieu scolaire par des adultes? Deuxième question, disposez-vous de données sur leur répartition, notamment l'âge des victimes et le type d'établissement? Donc, je vous laisse la parole. Madame la députée, je vous remercie. Monsieur le député, je vous remercie. Mesdames et messieurs les députés, merci beaucoup de donner cette place très privilégiée à la Civise, celle de porter la voix des personnes victimes de violences sexuelles dans leur enfance et d'inceste. Vous avez rappelé notre vocation et notre historique. Je ne le ferai pas plus avant. Tout d'abord, avant de continuer, je voulais simplement m'assurer que vous m'entendiez bien. Est-ce que c'est le cas? Oui, oui, on vous entend. On vous entend plutôt Je bien. vous remercie beaucoup. Voilà. Tant mieux. Et avec toutes mes excuses pour cette difficulté de participation. Oui, nous disposons effectivement de données consolidées. Avant de vous les rappeler, je voudrais simplement donner 4 points qui nous semblent très importants, je dirais en préambule de notre propos. Des remarques introductives, rassurez-vous, très brèves. La première sera de rappeler qu'à nos yeux, si le contrôle est normal et s'il est sain, le contrôle seul ne saurait créer le respect de l'enfant et des enfants dans les institutions ou ailleurs. Le deuxième point, c'est que chaque fois qu'est éclairée de manière sectorielle des violences faites aux enfants, alors nous laissons dans l'ombre une partie de réalité qui sera, nous le craignons, plus tard, matière à un autre drame, à peut-être d'autres commissions d'enquête. Et par conséquent, nous souhaitons très vivement, mesdames et messieurs les députés, que vos travaux inspirent une approche transversale des droits des enfants. C'est une première vigilance que nous portons à votre attention. Le troisième point, c'est que, selon nous, aucun adulte ne doit être dans l'entourage d'un enfant sans que l'on ait veillé à ce qu'il soit un porteur actif et même inlassable de ses droits et de sa protection. Ceci suppose d'être amené par la formation et le soutien de l'organisation qui l'entoure à prendre la mesure du risque de violence sexuelle sur mineurs et des signaux qui les révèlent. Enfin, cette dernière alerte, par la nature même, les violences sexuelles faites aux enfants
sont entourés d'un déni extrêmement profond. Toute recommandation utile de votre part doit en être instruite. Nous tenions à vous en faire part. Pardonnez-moi de ce préambule qui nous a semblé important. J'en viens à votre question. Les données consolidées recueillies par les témoignages de la Civise, 30 000, vous vous en souvenez, sont les suivants. Il faut d'abord souligner que les témoignages recueillis par la Civise sont très massivement des témoignages qui portent sur des violences sexuelles incestueuses, 8 témoignages sur 10. 81% des violences que nous avons recueillies concernent donc des violences au sein de la famille. Toutefois, 22% concernent l'entourage, 11% au sein d'une institution, 8% au sein de l'espace public. C'est donc sur ce corpus de 11% des 30 000 témoignages recueillis que je m'exprimerai. S'agissant des violences sexuelles institutionnelles, pour répondre à votre question, on observe que 40% d'entre elles se sont produites dans des institutions scolaires. C'est le premier lieu institutionnel concerné par les violences sexuelles faites aux enfants. Viennent ensuite 28% des institutions de loisirs, 24% une institution religieuse, 8% des établissements d'aide à l'enfance ou un hôpital et enfin 23% d'autres lieux. Les filles et les garçons ne sont pas victimes au sein des mêmes espaces. Les femmes rapportent davantage de violences sexuelles au sein de la famille et de l'entourage. Les hommes rapportent davantage de violences sexuelles au sein d'une institution, 28% des hommes contre 9% des femmes. Au sein des institutions, les victimes rapportent davantage d'agressions sexuelles pour 71% que de viols ou de tentatives de viol pour 44%. C'est également le cas au sein de l'espace public. Et élément extrêmement important, je pense, pour vos travaux, les violences ont un caractère sériel. Dans la famille, les violences sexuelles se sont produites plusieurs fois selon les témoignages dans 62% des cas, et vous le verrez, la proportion est comparable dans les institutions que sont l'Église catholique, dans 59% des cas c'était sériel, et dans le cadre de l'école publique, 57,6% des cas. Nous avons donc affaire à des violences qui ne s'arrêtent pas d'elles-mêmes, qui se répètent. Les témoignages, en outre, confiés à la Civis confirment les données déjà présentes dans le rapport INSERM-SIAZ, dont vous aurez, je crois, plus amplement connaissance par Jean-Marc Sauvé un peu plus tard dans cet après-midi. L'agresseur est le plus souvent dans les témoignages des victimes qui sont victimes en institution, le plus souvent un religieux, pour 25%, un professionnel de l'éducation, c'est le second type d'agresseur visé, 19%, un camarade de l'enfant, 17%, un coach sportif, 8%. Plus de 8 agresseurs sur 10 sont majeurs, 83%. Les violences peuvent survenir peu de temps après la rencontre avec l'agresseur. Les garçons sont davantage victimes de violences au sein des institutions, je l'ai dit, et plus particulièrement de la part de religieux. Je pense que c'est là quelques premiers chiffres qui répondent à vos questions. Je vous remercie, Madame Casagrande. Monsieur Burbage, vous voulez ajouter quelque chose peut-être? Non, non, le Très bien. principal a été dit. Je vous remercie. Donc nous passons aux questions des rapporteurs, si vous le voulez bien. Oui, merci, monsieur l'inspecteur, madame la secrétaire générale. Merci des premiers éléments, on va dire, chiffrés du travail que vous avez fait donc depuis quelques années. Je tiens aussi à vous remercier pour ce travail et pour, au nom et à travers vous, l'ensemble des membres de la Civise qui, pour une grande partie, une majeure partie sont bénévoles, engagés avec des compétences très complémentaires et permettent non seulement d'avoir proposé ces 82 recommandations, mais poursuivre le travail à travers une lettre de mission qui vous a été confiée par 4 ministres il y a quelques mois et pour laquelle vous seriez normalement donc en mesure de nous proposer un suivi des recommandations et de nouvelles recommandations pour le mois d'octobre 2025. Donc on en est très proche. Et du coup, ma question est assez directe. Au regard des 11, et se situe dans les 11% que vous avez évoqués, au regard des révélations récentes, de l'ampleur de la libération de la parole de victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles dans des établissements scolaires et en particulier privés, en quoi ces éléments, depuis quelques mois, modifient ou impactent le travail que vous aviez programmé en début de cette nouvelle lettre de mission mi-2024 ?
En quoi, peut-être, voyez-vous des recommandations tout à fait particulières sur, la partie contrôle? Parce que je comprends que les travaux précédents, et actuels sont très, très, majoritairement orientés, sur, la prévention et la transformation de la culture à la fois des institutions et de toute la société. Nous, ce qu'on a, relevé avec mon corapporteur Paul Vanier et aussi dans nos visites de terrain, c'est, très rapidement, en quelques jours, des défaillances importantes, du système de contrôle. Et donc ma question est un peu multiple. Est-ce que ça va impacter, modifier, vos travaux? Comment vous pouvez imaginer, puisque vous avez souhaité, prendre part vraiment à ce qui se passe actuellement, y compris publiquement, impacter, les solutions qu'on pourrait, préconiser? Et puis, est-ce que vous avez, vous aussi, été, très sollicité et plus sollicité depuis ces révélations, par, notamment, des témoins, qui se seraient adressés à vous directement? Je vous remercie. Merci madame la rapporteure. Effectivement, nous sommes, touchés. Alors les membres, bien entendu, de la Civis sont attentifs à l'actualité. Vous l'avez rappelé madame la députée, effectivement, nous avons communiqué autour de ces phénomènes, et de cette actualité. Nous ne pouvons pas exactement dire qu'elle nous surprend. La SIAZ déjà, et je la cite à nouveau, avait établi un certain nombre d'éléments extrêmement forts autour des violences institutionnelles à caractère systémique, des violences faites aux enfants, dont il faut absolument préciser le caractère de continuum. Les violences sexuelles faites aux enfants dans les institutions scolaires ne sont pas isolées. On ne trouve pas que des violences sexuelles, on trouve autour d'elles des violences physiques, des violences psychologiques, des négligences. Donc il s'agit d'un continuum, et d'un continuum qu'on connaît bien dans les institutions. Là où, effectivement, nous sommes impactés, c'est qu'un certain nombre de personnes nous écrivent, non pas, des personnes qui sont directement des collectifs de victimes, par exemple de Betaram, mais des personnes, c'est assez classique, chez qui ces éléments d'actualité réveillent un certain nombre de souvenirs et qui nous disent: «Osez passer le pas de la parole». Ces personnes soit contactent notre ligne téléphonique, qui est opérée par le collectif féministe contre le viol depuis 2021, qui est notre partenaire, soit nous écrivent directement. Et à cet égard, j'aimerais, avant de vous parler de l'ajustement de notre travail, j'aimerais vous faire part d'un témoignage très récent que la personne m'a autorisé à partager avec vous, pour, au fond, vous appeler à une peut-être vigilance, qui est de ne pas vous intéresser uniquement aux violences perpétrées par les adultes, mais bien aussi aux violences entre mineurs, comme une conséquence potentiellement indirecte de négligence ou de défaillance institutionnelle. Nous entendons bien que vous faites un focus sur les auteurs adultes, mais cette personne nous écrit spécifiquement en nous attirant notre attention sur cette question des violences entre enfants. Et voici ce qu'elle écrit et qu'elle m'autorise à partager avec vous. Mon seul but par ce témoignage est, par respect pour les enfants aujourd'hui et à venir, de tout faire pour que dans toutes les écoles de France ou dans les structures où ils sont accueillis, en dehors de l'école, on apporte une très, très grande attention à la surveillance lors des passages aux toilettes, quitte à embaucher du personnel pour éviter ce que je vais vous raconter. Et elle écrit plus tard: lors du passage aux toilettes, la surveillance par les religieuses était inexistante et j'ai été incitée par des camarades à entrer à plusieurs dans un WC, 3, 4 enfants. Il fallait baisser sa culotte et se laisser toucher. Sous la pression du groupe, je me suis laissée faire, sans doute pour être acceptée aussi. Cette personne raconte ensuite un récit tout à fait bouleversant d'une vie marquée par les violences, et elle en appelle donc, et nous avec vous, à ne pas négliger la question de ces violences sexuelles entre enfants qui se produisent dans les établissements scolaires également. Pour revenir à votre question, en quoi sommes-nous impactés? Vous le savez, le gouvernement nous avait demandé, au terme de 9 mois de travail, que le collège directeur de la commission que je représente aujourd'hui remette au gouvernement un rapport d'étape, au fond, essayant de montrer comment est-ce que la Civis pouvait basculer dans le droit commun et comment surtout nous pouvions accompagner une transition vers une culture de vigilance. Dans ce rapport, le gouvernement nous a appelés à faire 15 préconisations les plus urgentes selon nous, même s'il est effectivement impossible de laisser les autres recommandations, les 82 que vous avez citées. Parmi les 15 recommandations figure le principe d'une mission inter-inspection
mission interinspection faisant enfin la lumière sur l'ensemble des dispositifs d'alerte et de contrôle existants dans les établissements. Aujourd'hui, les Français ne savent pas quels sont les lieux où leurs enfants, sinon sont protégés absolument, du moins où les violences seraient repérées rapidement et où les circuits sont non seulement installés au plan administratif, mais surtout efficaces par une culture d'ensemble. Cette préconisation fait partie des 15 recommandations que nous appelons le gouvernement à mettre en place urgemment. Nous savons qu'une réunion interministérielle est prévue le 26 mars prochain. Donc, vous le voyez, c'est très bientôt. Nous sommes en pleine actualité et nous attendons avec beaucoup d'espoir les arbitrages du gouvernement pour cette vigilance, bien sûr, sur les établissements scolaires, mais sur tous les établissements où sont accueillis des enfants, car partout où il y a des enfants, il y a du risque. Oui, allez-y, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi à mon tour de saluer vos travaux et de vous remercier pour votre présence. Et Madame la Secrétaire Générale, réagir à l'alerte que vous nous transmettez pour vous dire que dans le périmètre de notre commission d'enquête, les violences entre élèves, dès lors qu'elles interviendraient dans un contexte qui est en principe celui d'un encadrement par des adultes, sont bien prises en compte, seront prises en compte par notre commission d'enquête. Je veux dire que par exemple l'existence d'élèves surveillants qui a été rappelé ce matin lors de nos auditions et qui est déjà visible dans le cas de Betaram dans le rapport d'inspection de 1996, fait par exemple partie d'un contexte qui peut-être est propice à des violences et nous serons très attentifs à ces enjeux. Vous nous indiquez donc être saisi, vous aussi, par ce mouvement de libération de la parole, que votre ligne téléphonique est utilisée par des victimes qui se dirigent vers vous. Est-ce à dire, sans probablement pouvoir tout à fait mesurer les choses à cette étape, puisque vous êtes dans un travail qui est en cours, que cette proportion que vous nous avez indiquée, 11% des violences qui seraient des violences institutionnelles, est-ce qu'elle vous paraît, cette proportion, aujourd'hui, dans ce moment très particulier, et dans ce moment qui est un début, probablement, parce que nous l'avons constaté ce matin, beaucoup de collectifs de victimes sont en train de se constituer. Est-ce à dire que cette proportion est sous-estimée, selon vous, à cette heure ? Il est, monsieur le député, extrêmement difficile de vous le dire avec exactitude. La Ciivise, aujourd'hui, est en plein dans un travail de classement et d'organisation de ses archives, qui vise justement à être beaucoup plus précis et à pouvoir vous répondre très exactement sur un certain nombre de questions que vous nous avez adressées par écrit, sur le profil, sur la durée, sur les situations d'agression. Nous anticipons en effet que ce ne sont pas les dernières révélations que nous entendrons. Est-ce que c'est vraiment seulement les établissements scolaires? Nous l'ignorons, mais effectivement, si un premier temps de la Civise a été consacré à l'écoute des violences incestueuses et bien entendu se prolonge aujourd'hui, il est à prévoir que cette proportion de violences dans les institutions pourrait être amenée à évoluer, notamment dans les écoles, mais il est un petit peu tôt pour le chiffrer très exactement. Merci Madame la Secrétaire Générale. Pour creuser sur ces violences qui se produisent dans le cadre d'institutions, vous nous indiquez que 40% d'entre elles interviennent dans des institutions scolaires. Alors, vous le savez très probablement, le périmètre de notre commission d'enquête embrasse l'ensemble de ces établissements scolaires, quel que soit leur statut, public, privé sous contrat et privé hors contrat. Néanmoins, faites-vous déjà, observez-vous des différences? Est-ce que ces violences sont plus nombreuses dans un type d'établissement par comparaison à un autre? Et considérez-vous qu'il existe ou qu'il existerait des ressorts spécifiques à la survenue de violences sexistes et sexuelles dans certains types d'établissements ou ces contextes, voilà. Pouvez-vous nous éclairer sur les contextes particuliers de chacun des établissements publics, privés sous contrat et privés hors contrat en matière de violences sexistes et sexuelles? Ce que nous constatons tient moins au caractère public, privé, sous contrat ou autre statut et caractérisation administrative que des caractéristiques d'exposition aux risques qui sont bien connues, comme par exemple le fait qu'il y ait des internats, le fait qu'il y ait des accueils des élèves dans des conditions institutionnelles dans lesquelles les enfants vont être loin des regards, loin de l'extérieur pendant des heures et par exemple la nuit, par exemple pendant les vacances, par exemple pendant les week-ends. Autrement dit, ce que nous voyons dans les témoignages, ce n'est pas tant le statut administratif des éléments qui sont cités que finalement les situations d'exposition des enfants aux agresseurs et en particulier
des institutions qui vont laisser pendant un certain temps et sans dispositif de régulation des enfants sous l'autorité et finalement sous la cohabitation, je dirais presque, avec des adultes d'une manière qui n'est pas surveillée. Nous ne pouvons pas à ce stade, en revanche, caractériser les différences et donc vous donner des éléments précis sur le fait de savoir si ce serait plutôt privé, privé sous contrat. Malheureusement, nous ne le pouvons pas avec certitude, donc je préfère ne pas vous donner d'affirmation définitive là-dessus. Je vous remercie, Madame la secrétaire générale. Madame la rapporteure, si vous voulez prendre la parole. Oui, merci. Madame la secrétaire générale, pour continuer sur des sujets que vous avez déjà évoqués, notamment la remontée des signalements, puisque vous êtes destinataire directement sur votre adresse mail ou par courrier ou par la ligne téléphonique que vous avez déléguée de signalement. Dans les travaux que nous avons commencé à mener, nous avons relevé 2 points de signalement assez, entre guillemets, connus par l'éducation nationale et les professionnels de la protection de l'enfance, le 119 et le logiciel fait établissement de l'éducation nationale qui fait remonter, je le dis aussi pour mes collègues, les informations préoccupantes en les classant dans 4 catégories, les sujets de radicalisation, d'entorse à la valeur de la République, le harcèlement scolaire, la violence intrafamiliale supposée ou les atteintes aux biens, si je ne me trompe pas. Pour ces 2 modes de signalement qui sont, semble-t-il, assez institutionnalisés, pouvez-vous nous dire à la fois quels sont les liens depuis que vous existez entre les signalements qui vous arrivent et ces 2 voies institutionnelles, est-ce qu'elles vous sont remontées? Est-ce que vous en avez connaissance, par exemple, des statistiques, des modalités de pilotage d'action? Et puis le 2e point, c'est est-ce que vous les trouvez efficaces? Merci. Alors, nous ne sommes pas nécessairement en mesure de tout évaluer avec justesse. Bien entendu, nous travaillons avec le 119. Il faut toutefois souligner que nos travaux et nos communications, qu'elles soient antérieures ou qu'elles soient actuelles, nous amènent à entendre des adultes qui s'expriment sur la situation qu'ils ont connue, souvent de très longues années avant le moment où ils ont pris la parole auprès de nous, que ce soit encore une fois par la voie téléphonique ou par la voie de l'écriture. Par conséquent, nous ne sommes pas dans la même configuration que le 119, lequel, vous le savez, Madame la députée, recueille des alertes sur des mineurs en ce moment. La Civis ne recueille absolument pas d'alertes sur des mineurs qui sont aujourd'hui en danger. Il m'est arrivé, à titre personnel, depuis que je suis secrétaire générale de la Civis, c'est-à-dire depuis 1 an, une seule fois où il y a eu une personne mineure qui a confié une situation de violence. Et à ce moment-là, à la demande et en accord avec le collège directeur, nous avons fait un signalement directement au parquet. Donc nous n'avons pas le même type de signaux que le 119 ou a fortiori l'autre canal d'alerte que vous évoquez, Madame la députée. Donc nous ne sommes pas dans les mêmes missions. La Civis reçoit des témoignages, je dirais, je ne vais pas dire anciens, mais en tout cas qui ne concernent pas des mineurs. Et ces canaux, en revanche, le font. Quant à leur efficacité, nous ne disposons pas aujourd'hui de moyens de vous répondre très précisément sur ces signaux. Nous avons préconisé en 2023, vous vous en souvenez, que la cellule signal sport soit dupliquée à l'ensemble des administrations. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, Madame la députée, laisser Monsieur Franck Burbage vous expliquer ce qu'il en est de ces différents canaux de signalement et pourquoi est-ce que la Civis s'est intéressée à Signal Sport et ce qu'on en dit aujourd'hui. Je passe la parole, si vous voulez bien, à Franck Burbage. Oui, merci. À titre préalable, avant de répondre, moi je tiens à vous remercier, ne serait-ce que pour la formulation de votre commission d'enquête, qui indique clairement qu'il y va dans ces questions extrêmement difficiles d'une responsabilité de l'État, dans ces institutions nationales et dans ces institutions publiques, par différence avec ce qui pourrait être peut-être une solution de facilité de s'en remettre à soit des commissions particulières, soit d'autres instances. Et il nous apparaît, et Madame la secrétaire générale l'a rappelé là, que le niveau d'intervention au niveau justement national de l'appareil d'État, je dirais, dans son efficacité propre, est tout à fait déterminant, à condition sans doute aussi que
on puisse avoir une bonne transversalité, ce qui aujourd'hui n'est peut-être pas toujours le cas. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est important par rapport à ce qui s'est passé du côté du sport. Et je crois qu'il faut répondre peut-être par la négative pour répondre vraiment. Il ne s'est pas encore passé du côté de l'éducation nationale ce qui s'est passé du côté du sport. Et on pourrait faire l'hypothèse, effectivement, avec évidemment des spécificités, mais que quelque chose d'analogue puisse se passer, puisque ce qui fait en quelque sorte modèle du côté du sport, c'est qu'on a... alors sans doute parce que du côté du sport, il y a cette question des lieux de vie, de la proximité entre les jeunes gens et puis les adultes responsables, avec ce degré d'exposition. Donc il a fallu réagir, je dirais, à la fois vite et puis fort aussi. Mais on a quand même des procédures de signalement claires et connues de tous. On a une mise en cohérence des institutions impliquées, et ça fait vraiment modèle. Et c'est pas, ça aussi, ça n'est pas encore le cas du côté de l'éducation nationale. On a un suivi des victimes assez précis. On a peut-être aussi, même si je suis plus incertain, un suivi des agresseurs qui ne sont pas laissés à eux-mêmes, ce qui fait aussi extrêmement important. Et puis, il y a le fait aussi que du côté du sport, il y a pu avoir un accès aux archives, il y a des études qui ont été mises en place. C'est devenu objet de science d'une certaine manière. Il y a des mémoires de recherche, il y a des études doctorales qui sont en train d'être faites. On a un paysage institutionnel qui a pu être clarifié. Et ça manque encore du côté de l'éducation nationale. Et ça, c'est ce qui nous, au fond, justifie. C'est ce qui justifie du côté de la civile cette proposition qu'on puisse étendre le dispositif, quitte à l'adapter à d'autres institutions en responsabilité de jeunes gens. Je vous remercie, monsieur l'inspecteur général. Je vais peut-être maintenant proposer aux collègues de poser des questions. Oui, allez-y, monsieur Vannier. Merci, Madame la Présidente. À la suite, Madame la Secrétaire générale, de l'attention que vous portez au degré d'exposition des élèves qui les place donc en situation de vulnérabilité, quel que soit au fond le statut de l'établissement dans lequel ils sont. Vous avez évoqué les internats. Y a-t-il d'autres lieux ou d'autres moments de la vie des élèves à propos desquels vous souhaiteriez attirer notre attention? Je peux penser aux sorties scolaires, aux voyages scolaires, aux stages, par exemple pour les apprentis. Est-ce que ce sont des points d'attention qui vous paraissent nécessaires? Est-ce qu'il y en a d'autres? Et puis, puisque vous êtes en plein dans le travail de suivi des recommandations que vous avez présentées en novembre 2023, je souhaiterais connaître votre diagnostic à date des recommandations. Pardon, je vais en énumérer 3, celles qui me paraissent s'approchant le plus de la question des violences dans les établissements scolaires. La recommandation numéro 1, donc c'est celle qui porte sur l'organisation du repérage par le questionnement systématique des violences sexuelles auprès de tous les enfants. La recommandation 72 qui vise à faire respecter les affichages imposés, notamment l'affichage du 119 dans les établissements donc, qui accueillent des enfants. Et la recommandation 77 qui vise à organiser le contrôle des établissements accueillant des enfants. Est-ce que, à date, vous êtes en situation de nous faire une évaluation de la mise en œuvre de ces 3 recommandations particulières? Merci, monsieur le député, pour cette question. En ce qui concerne le repérage, nous pouvons d'ores et déjà affirmer qu'il n'est pas aujourd'hui organisé de manière systématique. Le repérage s'organise lorsque la formation a été suffisante pour qu'on apprenne à voir et qu'on apprenne à décoder les silences, les attitudes, les paroles des enfants, mais qu'on apprenne également comment y réagir et notamment à différencier, vous le savez, monsieur le député, l'accueil de la parole, qui est ce rôle qu'ont tout adulte qui entoure un enfant, et le recueil de la parole, qui est ce procédé qui va lui incomber aux enquêteurs et aux magistrats. De ce point de vue, nous avons devant nous une immense marge de progression qui est celle de la formation des enseignants et de l'ensemble des professionnels de l'éducation nationale. Et je souhaiterais, sur ce point précis, vous proposer de donner la parole à monsieur Burbage sur cette question. Il y a à évaluer, je dirais, des changements ont eu lieu de manière récente.
qui vont dans le bon sens et qu'il faut effectivement consolider. Les protocoles de signalement sont désormais bien définis et l'ensemble des établissements scolaires disposent de fiches précises pour la prise en charge d'une situation de harcèlement. Et ça constitue un point quand même extrêmement important. C'est précisément écrit, c'est utile pour l'ensemble des personnels, en particulier pour les chefs d'établissement et en général pour l'ensemble de la communauté éducative, pour éviter de faire des erreurs, des fautes, et notamment pour l'accueil, pour le recueil de la parole, pour la transmission, etc. Mais en même temps, on peut juger sur la base de l'expertise qui est celle de la Civise que ça n'est pas encore suffisant et que ça pourrait être amélioré. Pour que ça soit amélioré, il y a, il nous semble, 4 conditions qui doivent être mises en place. D'abord, il faut que les conditions peut-être justement d'accueil et de recueil de la parole, y compris dans ces notes qui sont très utiles, soient précisées, puisque c'est un point extrêmement délicat où beaucoup de choses peuvent se jouer. Si on gâche, si je puis dire, ce moment presque initial, les choses vont rester enquistées et ça va être très ennuyeux. Ensuite, il faut que ces protocoles soient appropriés par tous, autrement dit, qu'ils fassent l'objet d'une culture professionnelle, et moi j'irais même jusqu'à dire personnelle, qui éclaire non seulement les choses en aval, que faire une fois que, mais qui éclaire aussi les choses en amont, et qui participe de ce qu'à la Civise on peut appeler une culture de l'attention ou de la vigilance, ce qui suppose en établissement un vrai travail d'appropriation collective. Je pense qu'il faut aussi que les équipes de direction soient accompagnées, puisqu'elles ont des décisions très difficiles à prendre sur la base même de ces protocoles. Par exemple, la décision de savoir si on fait ou pas un article 40. Et ça revient dans la responsabilité d'un chef d'établissement. Et imaginez-vous, chef d'établissement, c'est une question extrêmement difficile, puisqu'on peut aussi avoir la tentation, avec beaucoup de bonnes intentions, d'essayer d'arranger les choses de manière locale. Et donc, à ce moment-là, quand on est en difficulté, très naturellement, il faut pouvoir en parler avec d'autres. Et il faut qu'il y ait non seulement la possibilité, mais moi je dirais même presque l'obligation de prendre conseil, dans le respect de la décision et de la position qui est celle des chefs d'établissement, mais il faut qu'il y ait cet accès à une cellule de dialogue, et une cellule de dialogue qui justement intègre différentes dimensions ou perspectives, comme à la Civise. Il y a des questions judiciaires, il y a des questions médicales, etc., etc. Donc ça n'est pas encore ça n'est pas encore en place. Et puis, le protocole, c'est une chose, mais une fois que le signalement est fait, ce sur quoi nous réfléchissons beaucoup à la Civise, c'est sur la question de la mise en cohérence des différentes institutions et de leur travail. Et de ce point de vue-là, il nous semble que la situation n'est pas bonne, parce que faisons l'hypothèse d'un article 40. La machine judiciaire, si je puis dire, l'institution va se mettre en route, avec la temporalité qui lui est propre, et on comprend bien. Et qu'en est-il alors du rapport avec l'institution scolaire? On va peut-être avoir un accusé-réception. Donc il faudrait, et ça ne doit pas être très difficile à mettre en place, il faudrait qu'il y ait une manière de rétroactivité par rapport à l'institution signalante pour que, vous voyez, le travail puisse se faire de manière, dans le respect des spécificités institutionnelles, mais de manière convergente, ce qui permettrait aussi d'accompagner à la fois les victimes de manière précise, mais aussi celles et ceux des personnels qui sont mis en cause, et qui souvent, imaginons une suspension, vont pouvoir être laissés à eux-mêmes. Donc il y a là quelque chose qui est, nous semble-t-il, assez important. Donc ça, c'est du côté des protocoles de signalement. L'autre élément extrêmement important, c'est que vous savez que depuis l'automne 23, il existe un dispositif, un programme de veille concernant le harcèlement en milieu scolaire, le programme dit phare. Ça, c'est un élément très significatif, avec même une journée nationale de lutte contre le harcèlement. Et avec la possibilité, c'est intéressant, d'un travail à la fois sur le moment, mais aussi un travail en aval, évidemment, sur la base des questionnaires remplis par les élèves, mais peut-être aussi d'un travail en amont, pour les préparer, les acculturer, trouver l'occasion d'en parler. Mais là aussi, donc ça, c'est tout à fait positif, mais là aussi, vu l'expertise Civise, il nous semble qu'un certain nombre de choses peuvent être améliorées, à la fois au niveau de l'enregistrement
et de l'usage des données. Ça reste très lourd pour les personnels. Donc on doit pouvoir simplifier là aussi les processus, les protocoles, d'autant que par ailleurs, l'ADEP demande aussi aux établissements scolaires de renseigner des éléments statistiques. Donc entre les formulaires numériques, le papier, quand les établissements se retrouvent avec des dizaines, voire des centaines de questionnaires, donc il faut les aider à ce que les choses soient, je dirais, le moins lourd possible. Il faut réfléchir à la question de l'anonymat des questionnaires. On comprend très bien pourquoi les questionnaires sont anonymisés. Mais imaginez que dans 500 questionnaires, vous ayez 3 cas absolument problématiques. Il y a la question de la traçabilité. Donc là aussi, il faut imaginer un protocole simple, peut-être avec une identification par classe, vous voyez, pour que les équipes puissent accéder facilement aux situations les plus difficiles. Il faut peut-être, vous parliez de la culture, elle est absolument décisive pour accompagner, pour que ça ne soit pas simplement le jour du questionnaire. Mais nous faisons à la Civis l'hypothèse d'une diffusion de quelque chose qui soit l'analogue du violentomètre en milieu scolaire. Imaginez que ce soit affiché à côté de la charte de la laïcité. Imaginez que chaque élève puisse avoir, que chaque personnel de l'éducation nationale, culture partagée entre les élèves et les adultes responsables, ça pourrait être important. Et dernier point, si on veut que ça fonctionne bien, il faut qu'évidemment, il y ait en établissement, je dirais, à bonne distance, des personnels spécialisés susceptibles de prendre en charge les élèves en difficulté. On sait ce qu'il en est dans ce pays de la situation, ne serait-ce que quantitative, qualitative, il n'y a pas de problème, elles sont formidables. Des infirmières scolaires, leur nombre assez dérisoire par rapport au nombre d'établissements scolaires. Les psychologues de l'éducation nationale sont là, mais ils ont énormément de choses à faire. On leur confie beaucoup de choses. Le développement de l'esprit critique, le travail sur l'orientation, etc. Et puis, il ne faut pas oublier, vous l'avez d'ailleurs indirectement mentionné, mais les personnels des numéros d'appel. Nous nous posons à la Civis aussi la question de leurs conditions professionnelles, de leur formation. Qui sont les personnes qui écoutent au téléphone? Comment est-ce qu'on les forme? Comment est-ce qu'on les paye? Comment est-ce qu'on les considère? Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose, nous semble-t-il, à surveiller, que quelque chose, vous voyez, comme une sorte de contractualisation trop rapide, vous voyez, qui ne serait pas à la hauteur du professionnalisme requis, porte aussi préjudice à ce genre de dispositif. Donc, vous voyez, nous avons un avis un peu mitigé. Oui, les protocoles sont en place et c'est une très bonne chose. Oui, le dispositif de lutte contre le harcèlement a constitué un changement majeur et constitue un bon point d'appui pour les années à venir. Mais voilà, il faut faire un certain nombre de pas de plus. Oui, merci, monsieur l'inspecteur général. Juste avant de redonner la parole à monsieur Vanier, qui est le rapporteur, j'aimerais que vous précisiez, quand vous parlez de conditions d'accueil de la parole, de s'approprier les protocoles et des équipes de direction accompagnées, vous parlez des établissements publics ou des établissements publics et privés? Parce que les directions accompagnées, je ne vois pas trop comment ça peut se faire dans les établissements privés. Dans les récentes annonces de la ministre, il y a le fait que le dispositif fait établissement va être étendu. Donc, assez logiquement, si le dispositif fait établissement, ce qui n'est pas actuellement le cas, est étendu à l'ensemble des établissements privés sous contrat, il va falloir, mais c'est quelque chose institutionnellement à inventer, Voilà, d'accord. Il faut inventer quelque chose pour qu'il y ait le même type. De ce point de vue-là, je veux dire, la République est une et indivisible, comme on disait en 1792. Donc, il est tout à fait, je dirais, naturel, en bonne République, qu'il y ait un service équivalent et qu'on ne laisse pas justement... On imagine la difficulté de la décision. Enfin, vous voyez, moi, je ne jette pas la pierre à des équipes, à des communautés éducatives qui sont en difficulté. C'est redoutablement exigeant. Ça engendre des cas de conscience. Vous voyez, donc, et là, très naturellement, il faut ne pas être seul. Il faut pouvoir en parler avec des collègues, avec des personnels compétents, avec des perspectives différentes. Il y a la magistrature, il y a la médecine, il y a éventuellement la police et la gendarmerie. Enfin, vous voyez, il y a tout ce dialogue interprofessionnel qui doit être mis en place. Ça devrait être possible. C'est souhaitable, en tout cas.
Je vous remercie. Donc là, on parle de l'avenir. C'est ce que je voulais savoir. On parle d'un avenir proche, mais d'un avenir. Mais oui, bien sûr. C'est-à-dire que, à la fois, il faut être fin dans l'analyse des causes, hein, et Madame la secrétaire générale l'a dit, les catégories public, privé sous contrat, etc. Dans le privé sous contrat, il y a beaucoup d'internats. Donc, c'est pas forcément le caractère religieux des établissements qui explique cela. C'est aussi le degré d'exposition, le type d'exposition, même si il faut aussi, soyons honnêtes, interroger un certain nombre de cultures religieuses et ce qu'elles ont pu produire comme effet dans ce pays. Donc voilà, il faut être clair. Mais c'est sûr que voilà, nous avons accueilli avec une oreille très attentive et un sentiment de satisfaction l'idée qu'on allait universaliser ce dispositif fait établissement et faire en sorte que les établissements du privé soient à la fois y aient accès, mais l'obligation de renseigner les situations anormales qui se produisent en leur sein. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Pour poursuivre dans cette direction, comment appréciez-vous le fait que le programme phare que vous avez mentionné ne s'étende pas aux établissements privés sous contrat? Comment appréciez-vous le fait que l'obligation pour des fonctionnaires de recourir à l'article 40 lorsqu'ils sont informés de faits qui peuvent être des délits ou des crimes ne prévale pas pour des personnels qui n'ont pas le statut de fonctionnaire? Et vous avez évoqué des protocoles qui sont en train d'être mis en place, des notes transmises aux chefs d'établissement. Ces protocoles, ceux que vous avez évoqués, vivent-ils dans l'ensemble des établissements scolaires ou seulement dans les établissements publics? Il me semble que là, il y a quelque chose qui est en cours d'évolution. Et le secrétaire général de l'enseignement catholique, pour prendre cet exemple, s'est exprimé assez récemment. Je pense qu'il y a une prise de conscience de ce côté-là, effectivement, de la nécessité qu'un certain nombre de changements puissent avoir lieu. Et dans les annonces récentes de la ministre, il y a aussi, je pense que ça c'est l'objet d'une réflexion collective, il faut revenir clairement sur ce que la loi Debré peut signifier, peut impliquer dans ce pays, et que les établissements privés sous contrat soient aussi rassurés sur le fait que leur caractère propre n'est pas en question ou n'est pas en péril. Le caractère propre permet d'ajouter un certain nombre de choses pour le cas où, notamment sur des questions de valeur, il apparaîtrait nécessaire, pour des raisons qui leur appartiennent aux établissements privés, d'ajouter quelque chose aux programmes nationaux. C'est quelque chose qui peut venir en plus, mais c'est en aucun cas quelque chose qui peut venir en moins. Et en particulier, là où la ministre a été, me semble-t-il, très claire, c'est dans le rappel du fait que la liberté de conscience, qui est une chose extrêmement importante, et le caractère propre ne peut pas, au fond, servir pour s'exenter d'un certain nombre d'obligations qui sont déjà, pour une part, des obligations en place, et qui pourraient, et là je pense qu'on a aussi rapport à des évolutions possibles, et voilà, du point de vue de ce qu'on peut discuter à la Civise, très vraisemblablement souhaitable, que notamment le renseignement de ce questionnaire qui produit des effets tout à fait intéressants dans les établissements, qui permet aussi d'avoir une visibilité nationale. C'est grâce aussi à ce questionnaire que l'ADEP a pu produire, vous posiez tout à l'heure la question des chiffres, mais une première analyse statistique, alors qui porte sur un échantillon restreint d'établissements, mais on a absolument besoin de ces données-là, si on veut pouvoir, si l'État, pour revenir à l'objet de votre enquête, peut avoir une fonction de pilotage national de ces questions-là. Mais de ce point de vue-là, je crois qu'il faut aussi être clair, et la ministre l'a fait, il faut rassurer les établissements privés sur le fait que leur caractère propre n'est pas mis en péril par l'extension de ce genre de dispositif. Et moi, j'aurais tendance à dire au contraire. Je vous remercie. Madame Spilbou, si vous voulez poser une question. Oui, pour poursuivre les itérations sur ces sujets qui sont au cœur non seulement des dispositifs et des moyens à mettre en œuvre pour sécuriser finalement la remontée, l'expression et la remontée des signalements et leur traitement, je reviens sur le sujet du décisionnaire, c'est-à-dire
on va dire, du chef d'établissement ou du DAZEN ou de quelqu'un qui, à un moment, est en responsabilité et doit prendre une décision. Vous avez parlé, et mon collègue Paul Vanier, de faire un article 40, mais aussi de suspendre un personnel, de licencier, d'éloigner, enfin, voilà. Vous avez dit, c'est une bonne chose que dans le programme ministériel, l'annonce de dimanche, en plein dans la crise dans laquelle nous sommes, oriente l'utilisation de faits établissements vers les établissements privés. Ça semblait être d'ailleurs occasionnellement le cas par quelques établissements. Donc certainement que ce logiciel fait établissement doit être facilement utilisable sur des ordinateurs de l'enseignement privé. C'est encore un point qu'on va vérifier. Mais ça, c'est remplir, donc accompagner à remplir, à reconnaître une information préoccupante, à la classifier, à la décrire suffisamment. Par contre, dans le dispositif annoncé de dimanche, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de nouvel outil pour accompagner des personnels à prendre des décisions et à utiliser des procédures avec un arbre décisionnel extrêmement clair, et ou avec une nouvelle réflexion sur la collégialité que vous évoquez très justement, qu'on connaît dans d'autres établissements ou secteurs où la gestion de crise est gérée comme ça, décision collégiale qui permet non seulement de partager la responsabilité d'une décision difficile, mais aussi de la tracer plus fortement. Et finalement, en se posant cette question-là, on a même l'impression dans nos premières rencontres que même dans le public, l'arbre décisionnel n'est pas si clair que ça. Que ce soit pour la suspension, que ce soit pour l'article 40, entre recteur, DAZEN, chef d'établissement public ou privé, très honnêtement, nous, on a vu plutôt de l'aléatoire. Et donc, ma question, c'est vous en tant qu'inspecteur aussi, et en ayant travaillé sur ces questions et approfondi le sujet, est-ce qu'on est loin encore de la sécurisation de tout ce processus et de son extension au privé? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail, ou est-ce qu'on pourrait même imaginer que pendant la commission d'enquête, il y ait déjà des avancées majeures? Est-ce qu'Alice, vous voulez répondre d'abord ou est-ce que j'y vais? Vos observations sont justes, mais aléatoire, enfin, voyez, il y a une présupposée d'inquiétude, mais on pourrait dire aussi qu'il y a une plasticité institutionnelle qui n'est pas mauvaise. Il est assez naturel qu'il puisse y avoir, vous voyez, différentes instances intervenant dans ce type de décision. C'est tout à fait, ça c'est pas absolument un problème. Le problème, c'est quand on procrastine, enfin, voyez, ou quand on enfouit, ou quand on silencie les choses, comme on peut le dire ou l'observer. Ce qui fait le drame de ces questions-là, voire le tragique de ces questions-là, c'est qu'on a laissé filer, c'est qu'on a minoré, c'est qu'avec... voilà. C'est une erreur, c'est une faute, et c'est absolument gravissime. Donc oui, il y a ce flottement. Donc quand je parlais tout à l'heure de la collégialité, ça vient des discussions que nous avons à la Civise, et au fond de ce que nous pratiquons à la Civise, c'est en anticipation de quelque chose qui nous semble tout à fait important, mais qui n'existe pas encore et qui devrait pouvoir se formaliser. Donc dans les préconisations, et j'anticipe, mais là je parle sous l'autorité de la secrétaire générale ou du collège directeur de la Civise, voilà, la Civise en décidera, mais on peut faire l'hypothèse que dans les préconisations complémentaires de la Civise, il va y avoir la préconisation de mise en place de telles cellules de dialogue permettant de prendre des décisions dans des situations difficiles et de ce point de vue-là, de nourrir le protocole de signalement à la fois dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé sous contrat. La question du hors-contrat est une question encore un peu voilà, quantitativement plus marginale. Il ne faut pas du tout la négliger, mais c'est à nouveau assez particulier. Je vous remercie. Nous allons peut-être maintenant passer aux questions des collègues qui sont présents cet après-midi. Madame, alors nous allons prendre une salve de questions, puis je vous demanderai de répondre en une seule fois. Madame Hadizadeh, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Alors moi, si je peux me permettre, ma première question, c'est pour essayer de comprendre un propos que vous avez tenu, que je n'avais pas compris, et qui est aussi dans écrit dans votre rapport synthétisant les recommandations.
quand vous parlez de clarifier et unifier la chaîne hiérarchique de signalement, avec une saisine des inspections IGAS, IGJ, IGSR, IGA, CGA, je ne comprends pas très bien de quoi il s'agit et quand vous voulez faire une mission inter-inspection. Est-ce que vous pouvez juste clarifier ça parce que... Vous répondez peut-être d'abord et je complète. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Madame la députée, merci de cette question. En fait, quand vous voulez faire l'état des lieux du fonctionnement ou non de cellules de remontée d'alerte, ça n'est pas la Civis avec ses moyens qui peut faire l'état des lieux du fonctionnement ou du dysfonctionnement et de l'état d'acculturation dans une administration. Donc, cette saisine interinspection que nous préconisons, c'est à des fins d'avoir un état des lieux global sur l'ensemble des lieux qui accueillent des enfants, de est-ce qu'il y a un dispositif d'alerte en cas de violence sexuelle? Oui, non. Est-ce que les professionnels de ces secteurs ont été formés? Oui, non. Dans quelle proportion? Est-ce qu'il y a des contrôles des établissements? Oui, non. Dans quelle proportion? Or, la Civis aujourd'hui, rappelons-le, peut-être que vous ne le savez pas, c'est exactement 3 équivalents temps plein et 35 membres experts. Nous n'avons pas les compétences administratives, malheureusement, pour faire un état des lieux exhaustif des questions qui se posent à nous. Et il nous semble que c'est tout à fait le sens d'une mission interinspection que d'avoir un scope large et de donner aux députés notamment, mais aussi aux Français, une vision claire de ce qu'il en est. Pour compléter très rapidement, il nous semble, mais justement ça doit se vérifier et les missions d'inspection servent à ça, qu'il y a aujourd'hui une trop grande segmentation ou des relations, comme Madame la députée le disait, un peu aléatoires. Et donc on a besoin d'un état des lieux. On a besoin d'un état des lieux. Ça peut être le travail des inspections générales, ça pourrait aussi être le travail des scientifiques, des sociologues de l'institution, etc. Les travaux de recherche. Et sur le sport, c'est pour ça que le sport fait aussi modèle, c'est qu'on a désormais, vous voyez, il y a des thèses qui sont en cours, il y a des mémoires, il y a des mémoires de M2 recherche qui sont en train de sortir, qui sont extrêmement instructives, qui justement nous permettent de comprendre comment ça se passe et d'évaluer les choses. Et qui pourraient nourrir, d'ailleurs, les deux, l'un pourrait se nourrir de l'autre, les missions d'inspection, voir qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui fonctionne moins bien et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et en particulier, vous voyez, dans ces temporalités extrêmement différentes, qu'est-ce qui se passe quand un professeur est suspendu? Ça peut être... Moi, j'ai eu à gérer des cas de professeurs suspendus, notamment de classes préparatoires. Je peux évidemment pas dire qui et où, mais vous voyez, ça dure 1 an, ça dure 2 ans, ça dure 3 ans. Et pendant ce temps-là, il se passe quoi? Et comment est-ce qu'on peut préparer le retour de ce personnel ou au contraire, vous l'évoquez, son déplacement. Donc là, il y a vraiment besoin de mettre en phase le travail. C'est ce que nous appelons une bonne transversalité, mais avec une entrée, vous voyez, qui soit une entrée où sont les enfants et les jeunes, quel que soit, enfin, vous voyez, qu'en est-il? Et un enfant, il va être dans sa famille le matin ou la nuit, il peut se passer des choses terribles, et puis il va être dans un transport, et puis il va être à l'école, et puis il va être le mercredi au centre aéré, où il va faire du sport, etc. Donc on a vraiment besoin, on aurait besoin d'une visibilité générale pour savoir où on en est, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe moins bien, et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ça ne doit pas être, si vous voulez, la France a vécu des choses plus compliquées dans sa grande histoire, c'est très compliqué tout de même. Donc il faut y aller vraiment avec les forces dont on dispose. Et on a des forces là-dessus. Allez-y, Madame Alizadeh. Merci. Du coup, je vais utiliser le temps restant pour vous faire part de 2 sujets d'étonnement et vous poser une question. Premier étonnement par rapport à votre réponse. Moi, j'ai 2 enfants en âge scolaire. Tous les ans, ils ont un exercice alerte incendie et un exercice alerte intrusion, le fameux PPMS que vous connaissez. Ça n'a pas été compliqué à mettre en place et on l'a mis en place parce qu'il y avait un risque d'attentat grandissant dans le pays. Malheureusement, 3 fois hélas, le risque de violence qu'ils pourraient subir au sein de l'école par rapport à vos chiffres ou le risque d'inceste, puisqu'on a des chiffres absolument terrifiants, on parle d'1 enfant sur 10, est bien plus grand qu'un risque attentat. Et l'étonnement et même la colère, elle est là. On a été capable de mettre en place une culture du risque d'intrusion dans les établissements. On en est encore, avec votre recommandation, à espérer qu'il y ait un état des lieux global pour voir si les institutions se sont organisées pour faire remonter l'alerte. Premier sujet d'étonnement.
Deuxième sujet d'étonnement, c'est par rapport à ce que nous ont dit les collectifs de victimes. Ils nous ont parlé de la nécessité d'avoir un numéro d'alerte plus simple. En lisant aussi votre rapport, je vois que, je ne l'avais pas en tête, mais on en parlait avec ma collègue, il y a pas moins, vous avez listé dans votre rapport, pas moins de 5 numéros, le 119 pour les enfants en danger, le 3018 pour les cyberviolences et harcèlements, le 3919 pour les violences faites aux femmes, le 114 pour surdité et aphasie et le 3114 pour détresse et prévention suicide. C'est lunaire. Et je pense qu'il n'y a que dans ce pays-là où on a un problème, on invente un numéro. Moi-même, j'ai été interpellée par quelqu'un de ma circonscription. Je ne savais plus si c'était le 119 ou le 3919. Moi-même, j'étais perdue. J'en viens à ma question, qui rejoint aussi une des interrogations du collectif des victimes. Vous êtes inspecteur général. Est-ce que vous pensez qu'un corps d'inspection qui joue sa carrière aussi, et c'est bien normal qu'on souhaite progresser dans sa carrière professionnelle par rapport à sa relation avec le politique, est le mieux placé pour venir inspecter, ces établissements-là et rendre des rapports dont la publication revient à la décision politique du ministre? Pardon, je rajoute une dernière question. Je me pose la question des établissements privés hors contrat. Et j'en viens même à vous écouter, à vraiment me poser la question de quel est le sens d'avoir dans ce pays des établissements privés hors contrat qui échappent visiblement à tout ce que vous venez de dire, puisqu'ils sont précisément hors contrat. Voilà. Beaucoup de questions. Est-ce qu'Alice, vous voulez répondre sur les questions des numéros d'appel peut-être, et puis je prendrai la suite? Allez-y, Madame la secrétaire générale. Madame la députée. Merci beaucoup, Madame la députée. Nous ne pouvons que partager votre épouvante à l'idée que des violences aussi massives que celles dont nous parlons, l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants dans les établissements scolaires et ailleurs, ne fassent pas l'objet de dispositifs de prévention. Il faudrait plus de temps que ce dont nous disposons pour pouvoir vous exposer l'ensemble des choses dont nous souhaitons qu'elles voient le jour. L'un des éléments qui est pour nous très majeur, c'est la parole des enfants et des adolescents que nous nous attachons à recueillir. Je me permets donc simplement de vous dire qu'il ne s'agit en rien de compter uniquement sur des corps d'inspection pour avoir des états des lieux. C'est un point d'appui. Il y en a un grand nombre d'autres et heureusement, nous partageons votre effroi sur le retard et nous partageons également la question de la démultiplication, non seulement des lignes d'appel, mais aussi des commissions. À la fois, nous comprenons que chaque situation spécifique appelle des réponses particulières. Par exemple, la ligne 3018 a fait ses preuves. Elle est massivement utile pour les signalements de harcèlement. Il faut reconnaître son efficacité. Simplement, nous voyons avec vous que la déperdition des forces, la démultiplication des lieux d'alerte finit potentiellement par nuire à la lisibilité de l'action publique. Nous ne comptons pas à la Civise seulement sur les inspections pour faire avancer les choses et, comme vous le soulignez, en relation avec le politique. C'est un des points d'appui. Nous en avons 82 autres et nous avons également de nouvelles choses qui sont en route, notamment en recueillant directement la parole des enfants et des adolescents parce qu'eux connaissent leur réalité et ne se confient pas toujours aux adultes. Donc avec force, Madame la députée, je veux vous dire, nous partageons vos alarmes, nous partageons votre sentiment que nous devons faire mieux et nous souhaitons simplement ne laisser aucune ressource disponible sans l'utiliser pour faire avancer les recommandations que vous connaissez et que nous avons déjà citées. Vos questions sont très nombreuses. Je vais extrêmement vite. D'abord, quand nous préconisons une mission d'inspection générale, ce n'est pas pour dire que l'inspection générale se limite à ça et ne fait que des rapports. Et puis, il faut quand même rappeler que dans ce pays, tous les établissements scolaires sont sous la responsabilité de corps d'inspection territoriaux. Qui suivent les choses et qui suivent les choses à la fois pour des questions de régularité administrative, qui suivent aussi des choses pour des questions pédagogiques et qui suivent déjà des choses, et les annonces de la ministre vont consolider encore ça, tout ce qui s'appelle le climat scolaire. Et de ce point de vue-là, il y a une véritable expertise des corps d'inspection dans ce pays sur justement, quand on va inspecter un établissement, il faut avoir une stratégie d'inspection. Et il faut avoir, vous voyez, un œil particulier. Il faut donc qu'il y ait aussi, mais elle existe déjà, cette culture d'inspection.
et elle se transmet de génération en génération. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Moi, j'y ai participé très, très précisément. C'est ce qu'on appelle les inspections à 360 degrés. Hein, il y a eu une difficulté dans un établissement. Vous allez dans un établissement, mais qu'est-ce que vous allez quand vous n'allez pas, voilà, en cours de philosophie, voir si on parle bien de Platon. Hein, on vous confie on dit ça se passe pas bien dans cet établissement. Voilà. Inspection à 360 degrés. Mais on définit une stratégie, mais on regarde des choses extrêmement concrètes. Ça se passe comment dans les toilettes? Ça se passe comment à la cantine? Est-ce qu'il y a du bruit, pas du bruit? Est-ce qu'il y a de la promiscuité? Est-ce qu'il y a... Parce que là, on parle... Il faut faire... On n'a pas le temps tellement, mais il y a toute la question qu'on peut dire de l'écologie scolaire. Vous avez des collègues qui travaillent en ce moment sur la question du bâti scolaire. Graziella Melchior, voilà, a la responsabilité de... Voilà, on était l'autre jour en colloque de l'écologie scolaire. C'est aussi par l'écologie scolaire qu'on peut créer un climat qui ne suffira pas, mais qui est la condition d'une violence diminuée. Donc il y a la question des toilettes, il y a la question de la cantine, il y a la question de la cour, de son occupation, de sa végétalisation. Oui, c'est tout un ensemble, et c'est la question du règlement intérieur. Qu'est-ce qu'on va sanctionner dans un lycée? Et plus généralement, par rapport à ce qu'on appelle systémique, la violence, il faut réfléchir de manière complexe. Ça peut être le fait de quelqu'un ou de quelques-uns. Mais il y a aussi la question de la violence d'ensemble sur laquelle une institution doit réfléchir. Et pour ne pas vous répondre directement, il y a aussi un élément qui va changer dès l'année prochaine, c'est que maintenant, il y a dans ce pays, pour la première fois de son histoire, un programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité de la maternelle à la terminale, hein, c'est-à-dire 15 années d'emblée qui vont bénéficier de ce programme. Ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas un instrument de prévention, mais c'est un instrument de culture pour réfléchir sur des questions aussi difficiles que l'intimité, c'est quoi? Le consentement, c'est quoi? La violence, elle passe par où? Par les mots, par les gestes, etc. Et donc ça, on peut, raisonnablement, on peut penser que ces nouvelles générations d'élèves bénéficiant aussi de cette formation vont être en capacité, ce qui au fond ne va pas du tout de soi, d'identifier des situations mal fonctionnelles, voire dysfonctionnelles. Comment tel adulte me regarde? Comment il me touche? Qu'est-ce qui se passe? Comment je suis dans un lieu qui dysfonctionne à ma propre dignité? Et comment je trouve les mots pour parler à des personnes de confiance? Qui sont les personnes de confiance? Et tout ça, c'est en amont, justement, notre objectif commun, c'est quand même que cela n'arrive plus. Hein, il y a bien évidemment la chose en aval, et il faut qu'il y ait des bons signalements, mais c'est toute la question de la prévention. Et la prévention, l'école ne peut pas tout faire, mais l'école, c'est un lieu de culture. On y prend le loisir d'y penser, le loisir d'en parler, le loisir de se former, et ça donne des forces. Et c'est un objet de culture pour les élèves, et moi je pense aussi pour les personnels responsables, cette affaire. Donc si on sait s'emparer de cette opportunité, de cette nouveauté scolaire, on devrait aussi pouvoir avancer. Merci, monsieur l'inspecteur. Alors, je vais essayer de reformuler, en tout cas, l'esprit de la question de Madame Asdizadeh, et puis elle pourra compléter. Il y a quand même elle a posé une question sur la relation entre une inspection et un inspecteur et le ministère de l'Éducation nationale et le politique. Et comment on fait pour avoir une inspection un peu objective quand on sait qu'on va remettre le dossier? Voilà. Et alors, il y avait en tout cas cette question. Je peux compléter. C'est une question qui est directement reliée à l'affaire Betaram, puisqu'il y a eu une inspection dans le cadre de l'affaire Betaram qui a été confiée à un IAIPR, donc déjà pas l'inspection générale, qui n'était sans doute pas à 360 degrés, mais qui a conclu qu'il n'y avait rien, circulé, il n'y a rien à voir, alors qu'il y avait des choses, et des choses extrêmement graves. Je me pose vraiment la question, je ne remets absolument pas, j'ai moi-même travaillé pour la DGESCO, donc c'est vous dire tout le respect que j'ai pour le corps de l'inspection générale. Et j'ai vu en travaillant à la DGESCO que quand on a sa carrière qui dépend des décisions d'un ministre, on est un peu moins libre, c'est mécanique. C'est une relation de pouvoir qu'il faut briser entre un corps
qu'il y a une culture de l'inspection qu'il faut garder, qu'il faut développer, qu'il faut vivifier, et une entité politique. Si on veut qu'il y ait des contre-pouvoirs dans la démocratie, et notre démocratie n'est forte que de ces contre-pouvoirs, il faut préserver ces contre-pouvoirs-là du pouvoir. Et c'est le sens de ma question. Et la dernière question, c'est plus précis. Oui, les établissements privés hors contrat sont également inspectés, mais pouvez-vous confirmer qu'il n'y a pas de logiciel fait établissement dans ces établissements-là, puisqu'ils sont hors contrat? Jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas inclus dans le dispositif. Très logiquement, à partir des annonces de la ministre, ils vont l'être. Je ne vois pas que les annonces de la ministre sur ce plan-là ne soient pas... les annonces ministérielles sont tout de même relativement claires sur ce point. Mais en tout cas, là, si vous voulez, il me semble qu'on sort un peu du champ Civis, et c'est tout à fait normal. Donc, si vous voulez, là, moi, je parle au nom de la Civis. Je ne pense pas que la Civis ait sur ce point, en ce moment, une position. Ça peut devenir un de ces objets de réflexion. Si nous avons entendu les mêmes annonces ministérielles, et sur la question de l'indépendance des corps d'inspection, en particulier de l'inspection générale, il y a eu des évolutions effectivement ces dernières années qu'on peut questionner à la manière dont vous le faites. Bon, l'indépendance de l'inspection générale est garantie aussi par la manière dont son chef ou sa chef de service est nommé, et sur le fait qu'à partir du moment où elle est nommée, sauf faute grave, elle est nommée pour 5 ans. Et personne ne peut la révoquer, ce qui est tout de même une garantie solide d'indépendance. Sans doute que ça ne suffit pas, mais c'est en tout cas un élément indispensable. Merci, monsieur l'inspecteur général. Monsieur Vannier, vous vouliez reprendre la parole? Pour dire que les annonces de la ministre Borne ne portent pas sur le hors-contrat, et que là, quand même, oui, mais la question de ma collègue était précise, et je veux dire, au vu de la matière qui est la nôtre, il faut de la précision aussi dans les réponses. Le hors-contrat, pour l'instant, n'est pas dans le périmètre qui va être élargi par la ministre Borne. Le hors-contrat n'est pas prévu. L'établissement privé sous contrat, par un décret, devrait être intégré à l'application fait établissement, mais pas le hors-contrat, alors que des questions particulières se posent. Et Monsieur Burbage, peut-être que c'est un peu la casquette de l'inspecteur général qui prend le pas, je ne sais pas, mais nous attendons des réponses précises. Et le regard de la Civis sur des questions précises, tout à l'heure j'en ai posé, je me permets d'y revenir, mais sur le fait que dans les établissements privés sous contrat, les personnels qui ne sont pas fonctionnaires ne sont pas obligés de recourir à l'article 40. Quelle est votre position précise? Pas ce que peut-être les annonces ministérielles de demain ou d'après-demain pourraient laisser présager. Sur l'application du programme phare, quelle est l'appréciation précise de la Civis dès lors qu'il ne s'étend pas aux établissements privés sous contrat? Je veux rappeler qu'il y a 2 millions d'élèves qui sont scolarisés dans ces établissements. De même, sur ces fameux protocoles qui sont adressés aux chefs d'établissement, je vous ai demandé s'ils l'étaient aussi dans les établissements privés sous contrat. J'aimerais que vous soyez précis dans vos réponses. Monsieur le député, si je peux me permettre? Oui, allez-y, je vous en prie. Monsieur le député, la Civis considère que tout adulte qui a connaissance de violences sexuelles faites à un enfant ou d'inceste doit immédiatement en référer au procureur de la République. Il n'y a aucun statut, aucun métier, aucune position et aucune mission qui permettent de déroger à cette obligation qui est pour nous fondamentale, qui relève de l'intérêt supérieur de l'enfant, et ça n'est pas pour nous, mais c'est pour la Convention internationale des droits de l'enfant, et c'est une traduction juste absolument naturelle. S'il y a des statuts, s'il y a des dispositions, s'il y a des retards qui font que certains adultes ne se sentent pas en nécessité de le faire, c'est évidemment une erreur, c'est un manquement qui participe à un défaut de protection des enfants que nous dénonçons avec force. Il faut qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté sur ce point, je me permets de le souligner. Moi, je dissipe un malentendu. J'avais pensé que la question portait sur les établissements privés sous contrat et pas. J'ai répondu sur ce point-là. Donc sur le hors contrat, parce que je suis d'accord avec vous, il y a une difficulté de régulation des établissements hors contrat. Ça suppose, je pense, un certain nombre d'évolutions. Ça ne veut pas dire que ces établissements ne sont pas aujourd'hui contrôlés, mais le problème c'est qu'ils sont contrôlés dans des moments où il se passe des problèmes. Enfin, vous voyez, donc très raisonnablement, on peut dire que les dispositifs de contrôle devraient évoluer
dans le sens d'un suivi plus régulier et avec un régime d'obligation leur permettant d'être au même niveau de responsabilité que les autres, y compris quand on a affaire à des personnels qui ne sont pas, mais Madame la secrétaire générale vient de le rappeler, qui n'ont pas le même statut. Il me semble que dans ce pays, le code, vous voyez, le droit est le même pour tous, et les obligations relatives aux enfants sont les mêmes pour tous. Et que là, il y a une question de conséquence par rapport justement à une République qui se dit et qui se veut une et indivisible. Donc de ce point de vue-là, la position est claire. Je vous remercie. Nous allons donc maintenant donner la parole à Madame Herouin-Léautey pour une question. Je vous en prie. Attends, tu n'as pas de micro là. Oui, pardon. Merci Madame la Présidente. Je voudrais revenir sur le sujet qui nous intéresse. Ce sont les enfants qui hier ont été victimes, les enfants qui aujourd'hui sont encore victimes et les enfants dont nous souhaitons que demain, ils ne soient pas victimes. Cette temporalité, elle est importante parce que dans vos réponses, il y a ce qui relève de la prévention et il y a ce qui relève de l'action aujourd'hui. Bien sûr, les VARS, j'espère qu'ici on l'appelle tous de nos voeux et qu'on espère, mais que je vous le dis à titre personnel, je ne vois pas toujours très bien comment au mois de septembre on est en ordre de marche pour délivrer sur 15 niveaux de classe, 800 000 x 15, cet enseignement auquel, et moi j'entends les enseignants qui, selon le niveau de classe auquel ils vont s'adresser, ne sont pas à l'aise avec le programme qui a été construit, quand bien même ils le jugent tout à fait pertinent et nécessaire. Je mets ce point à votre... si vous avez des éléments de réponse sur ce sujet. Je voudrais revenir sur la question de ma collègue Violette Spilbou qui pointait l'absence finalement de dispositifs, de cadres pour gérer une situation. Quand il s'agit d'un enfant qui est victime d'inceste chez lui, la situation elle est en dehors de l'école. Elle arrive à l'école, très bien, on sait où le signaler. Mais quand on est dans la gestion d'une situation qui relève d'une interaction à l'intérieur de l'école, entre des enfants ou entre un enfant et un adulte, alors ça altère nécessairement le climat scolaire. Ça se sait, ça parle, ça implique qu'il nous faut un outil pour gérer ça à tous les niveaux et à tous les niveaux d'interaction. Et j'ai le regret de vous dire qu'aujourd'hui, le programme phare ne s'applique pas à ce type de situation. Et que pour avoir eu à gérer, y compris au niveau maternel, des situations de ce type, moi, en tant qu'élue, j'étais vraiment effarée qu'on ait un dispositif de cette ampleur pour gérer le harcèlement scolaire, mais qu'alors sur les violences sexuelles, on soit à ce point démunis. Mais vraiment. Et je vais insister sur les écoles du premier degré. Parce qu'on parle des écoles, mais elles sont protéiformes, nos écoles. Merci, Madame la députée. Je vous en prie. Il n'y a pas un modèle d'école. Il y a les établissements privés qui vont de la maternelle au lycée, voire au post-bac, avec un chef d'établissement, etc. Il y a nos écoles du second degré, avec des chefs d'établissement, qui sont des EPLE. Et puis on a nos écoles du premier degré, avec des directions d'école, qui n'ont pas de décharge, avec des directions d'école et des enseignants qui cohabitent avec du personnel municipal ou des associations. Parce que le temps scolaire n'est pas tout le temps de l'enfant. Il y a le temps périscolaire du matin, le temps périscolaire méridien, le temps périscolaire du soir, éventuellement le mercredi après-midi quand on a classe le mercredi matin. Et que tout ça, ça implique qu'au-delà du seul ministère, il faut travailler ensemble. Et que l'omerta qui pèse sur ce sujet, aujourd'hui, sclérose le dialogue qui est indispensable et nécessaire si on veut vraiment tous, les uns et les autres, agir au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Merci. Merci Madame Herouin-Léautey. Je crois que... Madame la... Oui, je crois que Madame Cassagrande a vraiment envie de dire quelque chose. On vous écoute.
Je suis confuse d'avoir interrompu Madame la députée par enthousiasme. Je vous remercie Madame de dire avec force ce que la Civis tente de dire depuis 2023. Effectivement, vous avez parfaitement raison, c'est à tous les âges et dans tous les établissements et y compris non seulement les maternelles mais également les crèches. Donc il y a quelque chose qui se joue du côté du territoire et effectivement cette omerta que vous citez, elle est multidimensionnelle et nous la connaissons très bien. Vous n'avez pas posé de questions à ce sujet, donc je crois que vous êtes parfaitement instruit des mécanismes du silence que nous connaissons et que nous dénonçons. Je voudrais vous faire part, Madame la députée, de deux démarches que nous avons intitulées les dialogues de territoire de la Civise. Avec le département du Nord et avec le département de Seine-Saint-Denis, nous rassemblons l'ensemble des opérateurs qui sont ARS, département, préfet, parquet, police, gendarmerie, éducation nationale, sport, et nous les mettons tous autour de la table parce qu'effectivement, c'est dans l'interinstitutionnel que nous allons pouvoir voir ce qui bloque. Bien entendu, nous savons tous que lever l'omerta, que lever les dénis qui sévissent depuis des décennies autour de ces silences et qui sont dénoncés tellement légitimement par les collectifs de victimes, bien entendu, nous savons que ça prendra du temps, mais nous savons aussi qu'il y a un élément absolument central, c'est que personne ne puisse se retrancher derrière sa règle administrative, derrière son statut. Ça n'est pas acceptable aujourd'hui qu'on soit en train de parler de telle ou telle disposition juridique. Je respecte et bien entendu, je comprends parfaitement que votre commission d'enquête soit obligée, avec son scope, de se poser les questions précises que vous nous adressez et nous vous en remercions. Mais pour nous, il y a aussi une question de territoire, quelque chose d'une fluidité. Et nous rendrons compte à l'automne de ce qu'auront donné ces dialogues de territoire dans le Nord et en Seine-Saint-Denis pour essayer de vous proposer des leviers pour lever les obstacles aux coopérations. Nous savons également, comme vous, que le contrôle des antécédents judiciaires est absolument un point majeur. Ça n'a pas encore été évoqué, mais là aussi, nous avons des marges de progression complètement significatives. Ces marges de progression, elles existent. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que pendant très longtemps, on n'a pas pensé que des enfants aussi petits, en maternelle, en crèche, pouvaient être victimes. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, finalement, n'est pas une surprise, mais nous en prenons acte et nous avons des urgences à la fois au plan de la culture et au plan des mesures politiques dont vous avez la charge, mesdames et messieurs les députés. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Oui, je vais me permettre de réagir à cet échange qui est fluide et donc qui fait naître beaucoup de questionnements et d'idées, Madame la secrétaire générale. La première chose, c'est peut-être une invitation pour vous et pour Monsieur l'inspecteur général à ce que, du coup, comme notre commission d'enquête est parallèle à des travaux de la Civis qui sont en train de se finaliser, en tout cas pour le rapport de 2025, vous invitez vraiment à ne pas hésiter à dire les choses dans ce rapport. Alors, je sais que vous n'avez pas peur de dire les choses, mais on a besoin de solutions rapides et efficaces. On ne peut pas faire comme ce qu'on a entendu ce matin, par exemple, pour un suivi judiciaire ou des conséquences judiciaires d'un acte où on a un viol qui est déclaré en 2013 et qui commence à être jugé en 2019. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de perdre du temps. Et quand vous parlez des sujets des contrôles des antécédents judiciaires, c'est-à-dire l'honorabilité, et qui pose problème aujourd'hui dans le privé, dans les recrutements notamment des personnels périéducatifs ou de direction avec certaines imprécisions juridiques, allez-y carrément, nous on le fera, mais je pense qu'à un moment, si dans les recommandations, il faut qu'on se remette autour de la table pour se dire, y compris avec des acteurs de l'enseignement privé touchés par les scandales actuels, qui est prêt aujourd'hui, ils le disent, à faire évoluer des choses, peut-être qu'il faut que les contrôles d'honorabilité complets, au-delà du casier judiciaire, soient faits de la même façon dans le privé pour tous les personnels que pour le public. Donc ça, c'est la première chose. N'hésitez pas à y aller carrément parce que nous, ce qu'on veut, c'est de l'efficacité. On ne peut pas, au regard de ce qu'on a entendu ce matin, des victimes, des collectifs et du nombre de personnes touchées, prendre 3 ans de recommandation en recommandation, les votes, les nôtres, puis tout ça va s'empiler et donc on a ce devoir d'efficacité. Et puis le deuxième point, c'est le sujet des dialogues de la Civis, donc un dispositif expérimental que vous venez de nous mentionner. Nous serions preneurs avec mon co-rapporteur d'avoir déjà en l'état de pouvoir disposer des documents à la fois de préparation de ces dialogues de la Civis, c'est-à-dire la liste des professionnels que vous avez réunis, l'ordre du jour de la réunion que vous avez choisi, les comptes rendus éventuellement, même si vous n'en êtes pas, vous, aux conclusions, recommandations. Nous, ça va permettre de nourrir
un questionnement, alors qui est un peu naïf de ma part, parce que je ne suis pas une spécialiste de la protection de l'enfance, mais parfois ça a peut-être ses avantages, c'est la question du périmètre de la protection de l'enfance. Parce que, excusez-moi, ce que vous décrivez là, naturellement, je me dirais, les conseils départementaux, ils ont la compétence de la protection de l'enfance. Pourquoi ce n'est pas déjà une compétence de réunir tous ces acteurs en transverse prise par les départements? Alors, on aura toujours le sujet des moyens. Je sais bien que les élus et les présidents de département, surtout le mien dans le Nord, me diront qu'ils n'ont pas les moyens de tout faire. Mais là, c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est où sont les dispositifs efficaces, où sont les compétences et qui a le pouvoir de protéger les enfants. Et voilà, toutes ces questions-là, je pense que le sujet de ces dialogues de la Ciivise et donc ces dispositifs que vous testez, on a peut-être moyen, nous aussi, dans la commission d'enquête, d'en analyser les ressorts positifs et de nourrir des propositions extrêmement concrètes qui seront déjà sur étagère au Parlement quand on aura tous fait ce travail ensemble. Voilà, merci. Madame la députée, je vous remercie et je crois que personne ici ne pensera que la Ciivise n'est pas favorable à une accélération du temps judiciaire pour les victimes. Je pense que nos travaux ont amplement documenté les conséquences pour les personnes victimes de ces silences, de ces délais absolument incompréhensibles, pour ne pas dire de cette impunité des agresseurs dont nous avons documenté à la fois les raisons, les leviers pour les terminer et puis les conséquences pour les personnes. Nous sommes positionnés depuis 2024 comme des facilitateurs. Nous sommes donc dans des leviers pratico-pratiques. Nous ne sommes pas dans l'expertise de l'expertise de l'expertise. Si nous devions immédiatement formuler avec force une recommandation, et je suis sûre que vous vous y attendiez, elle concernerait les enfants en situation de handicap. Vous savez que les enfants qui ont des déficiences intellectuelles sont infiniment plus concernés et comment dirais-je, visés par les violences sexuelles. Or, à ce jour, nous ne disposons pas à la Ciivise du tout des moyens d'établir précisément ce qu'il en est. Nous n'avons ni les effectifs, ni les budgets pour faire en profondeur des préconisations sur ce sujet. On nous a demandé de l'approfondir. Nous allons donc nous y consacrer, mais cela prendra du temps et j'entends que vous n'avez pas ce temps. Les enfants handicapés ne l'ont pas non plus, leurs familles non plus. Donc, si nous devions vous demander d'utiliser les forces qui sont les vôtres, nous vous dirions, s'il vous plaît, de ne pas oublier les enfants en situation de handicap. Nous vous dirions également de ne pas oublier finalement les liens entre les cyberviolences et les violences dans les établissements. Tout ceci est poreux et nous aurons effectivement des propositions à vous faire et nous vous remercions très vivement de cette invitation. Enfin, nous serions très attachés à ce que les territoires d'outre-mer soit particulièrement visé par votre enquête. Ici encore, la Ciivise a été missionnée pour réaliser des travaux un peu plus fins sur ce sujet. Aujourd'hui, nos budgets ne nous permettent pas d'aller dans les établissements et de rencontrer l'ensemble des acteurs et nous le déplorons et peut-être aurez-vous des forces bien plus vives à proposer pour documenter cette question. Nous avons bien entendu votre invitation à vous soumettre rapidement les bilans et l'existant concernant les dialogues de territoire. Nous ne sommes pas les seuls acteurs de ces dialogues et bien entendu, nous allons nous tourner vers nos partenaires pour vous donner ce qui existe. Je vous remercie. Je vais proposer à Madame Gradiela Melchior peut-être de poser sa question. Et ensuite, on va clôturer puisqu'il nous reste que quelques minutes. Et donc, je vous donnerai une parole finale, pas inaugurale, mais finale. Merci Madame la Présidente, merci pour votre présence. Ce matin, nous avons reçu, donc auditionné des victimes qui représentaient des collectifs. Alors, tout à l'heure, j'entendais parler des numéros, de la multiplicité des numéros. Moi, à l'heure de midi, j'ai reçu un message me demandant le numéro du procureur, parce que, bon, visiblement, il n'arrivait pas à le joindre, et je trouve que c'est assez symptomatique. Et donc, moi, ce que j'ai entendu aussi... Donc ces victimes, évidemment, elles ont été victimes il y a 60, 70 ans pour certaines. Et donc tout ressort aujourd'hui et on sent que c'est douloureux. Alors, je ne sais pas si, alors bien sûr, elles attendent réparation et accompagnement. Mais ce que je me demande, elles ont dit aussi, on aimerait bien participer, on a des idées, on aimerait bien les partager. Je voulais savoir si au sein de la Ciivise, vous avez en fait, bien sûr, j'ai bien compris que vous accueillez, vous recueillez les paroles, mais est-ce que vous associez aussi, et comment vous associez des victimes ou d'anciennes victimes, enfin, non, elles restent victimes tout le temps, d'ailleurs, je m'exprime mal, et comment est-ce que ces nouvelles, ces collectifs qui représentent de très nombreuses victimes vont être associés à vos travaux actuels ou futurs? Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la députée. Vous soulevez un point qui est absolument majeur pour nous. Et si vous avez jeté un œil sur notre rapport concernant la bascule dans le droit commun, nous y avons identifié un certain nombre de principes directeurs qui nous semblent absolument incontournables. Et le premier ou l'un des premiers d'entre eux, c'est la participation des personnes victimes à l'élaboration de la politique publique qui les concerne, évidemment sur les questions de réparation, sur les questions de justice, mais aussi sur les questions de soins, sur les questions de gouvernance. Et donc, nous sommes absolument en accord avec votre préoccupation. Nous avons, en communiqué de presse, communiqué non seulement notre soutien, mais notre invitation envers ces collectifs à nous dire s'ils souhaitaient contribuer, participer d'une façon ou d'une autre, et donc se rapprocher de nous. À ce jour, ils ne nous ont pas contactés et nous n'en prenons absolument pas ombrage, d'une part parce que nous avons beaucoup de travail pour suivre les 82 recommandations et en élaborer de nouvelles, notamment avec des dispositions expérimentales comme les dialogues de territoire de la Civise. Mais nous sommes évidemment à leur disposition. Nous savons que c'est lors de leur savoir expérientiel que nous trouverons une partie absolument incontournable de la politique publique de demain. Je vous remercie. Je pense que nous avons quasiment terminé. Moi, j'ai, alors pas une question, mais une réflexion. Et puis, vous en ferez ce que vous voulez. Vous pourrez y répondre si vous le voulez. Moi, je vous le dis honnêtement, très inquiète sur la recherche en sciences de l'éducation. Aujourd'hui, moi, j'ai été enseignante. Alors, j'ai eu de la chance, j'étais enseignante en STAPS et en sciences de l'éducation. Et j'ai vu les étudiants en sport évoluer à vitesse grand V, proposer des sujets de recherche sur les violences sexuelles et sexistes nombreux. En sciences de l'éducation, les bourses doctorales sont quasi inexistantes et sans contrat doctoral, les étudiants sont moins à même de vouloir poursuivre de la recherche. La recherche en sciences de l'éducation, je crois, a tendance à disparaître, peut disparaître, et le risque, c'est de faire des sciences de l'éducation juste un outil pour passer des concours pour être professeur. Donc voilà, c'est une inquiétude. Pourquoi ? Parce que une science qui n'est pas réflexive, qui ne se regarde pas elle-même, qui ne réfléchit pas sur des sujets comme les problèmes de violence sexuelle dans les établissements, mais aussi la relation qu'un adulte doit avoir avec un enfant, est une science qui va périr. Donc voilà, c'est une de mes inquiétudes. Donc je la soumets à débat. Et en tout cas, voilà, je pense que le débat était très intéressant et très riche cet après-midi. Merci, moi je partage. Peut-être pour, voilà, sur la question du contrat, rien ne s'oppose à ce que les obligations, on va dire, les modes de contractualisation intègrent des exigences d'honorabilité pour tous les secteurs de l'éducation, à partir du moment, pour tous les secteurs d'ailleurs, dans lesquels il y a des rapports entre les adultes et puis les jeunes. Hein, donc la position, voilà, a été dite de la Civise, ça inclut les établissements privés hors contrat. De ce point de vue-là, c'est clair. C'est clair, ça ne fait pas partie des annonces de la ministre, c'est clair qu'on pourra préconiser des choses qui permettront de compléter ce point. Sur la question de la réflexivité, moi je dirais qu'il faut que l'institution scolaire soit réflexive, hein, qu'elle prenne le temps d'y penser. Je vois mal qu'on puisse avancer sur ces sujets, parce qu'on ne peut pas disposer d'un plan de formation qui va intégrer tout le monde, les 800 000 personnels de l'éducation nationale, comme ça, immédiatement. Il faut, voilà, privé et public, il faut que dans l'institution, quelque chose d'une réflexivité collective s'engage. Et je pense que les questions qui apparaissent dans l'espace public et aussi le travail que l'institution fait elle-même, loin de moi l'idée de penser que phare, ça suffirait. Je pense qu'il faut effectivement un volet violence sexuelle à l'intérieur du dispositif. Ça fait partie des préconisations pour amender les dispositifs existants et les rendre plus performants. Donc là-dessus, merci de cette remarque. Voilà, je vous rejoins pleinement. Et si on veut que cette réflexivité aboutisse, je pense qu'il faut que la démocratie scolaire progresse. Je voudrais terminer là-dessus. Je pense que la difficulté de l'institution, c'est d'intégrer la parole voilà, des élèves, de l'écouter véritablement. Il y a là, on y travaille à la Civise, mais au sein des établissements, je pense que les élèves ont des choses à dire assez importantes, et pas, voilà, pas simplement sur la question de savoir s'il faut ajouter une table de plus dans la maison des lycéens. Ils ont des questions, ils ont des choses à dire sur justement
la question de la manière dont on contient la violence ou pas et quels moyens collectifs on se donne par rapport à elle. Je vous remercie. Nous allons nous faire une petite pause puisque nous n'avons pas fini notre série d'auditions. Madame Casagrande et Monsieur Burbage, merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous, presque, mais à distance, mais quand même beaucoup là. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup et voilà, on vous quitte. Merci beaucoup. Merci à vous.